Je m'appelle Samantha Hai. J'ai 23 ans. Et tandis que mon frère recevait les frais de scolarité, une nouvelle voiture et les clés d'un appartement en centre-ville, je cumulais 2 emplois juste pour payer les factures d'un 2 pièces avec un chauffage en panne. Mes parents appelaient cela m'apprendre l'indépendance. Ils qualifiaient la vie de mon frère d'investissement. J'appelais la mienne de la survie. La nuit où tout a changé. Je servais du café lors d'une réception d'entreprise après avoir terminé un service complet au département marketing à l'étage. J'étais réveillé depuis 5 heures du matin lorsqu'un homme en costume sombre s'est interposé entre moi et le chariot de traiteur. Il a fixé mon badge nominatif, puis mon visage. Comme s'il avait passé des années à chercher les deux. Vous ont-ils déjà demandé de signer un formulaire fiscal familial, a-t-il demandé. La question m'a glacé. À 18 ans, mon père avait posé une pile de papiers devant moi en me disant que c'était une formalité. J'avais signé sans les lire. L'expression de l'homme s'est durcie. Il a sorti de sa mallette une page portant le sceau de mon grand-père. Mon nom légal complet et un chiffre assez grand pour faire trembler ma main. Avant que je puisse lire le reste, il l'a recouverte. Ils ne vous ont jamais dit qui était la véritable héritière, n'est-ce pas? J'ai eu envie de rire. J'ai eu envie de l'accuser de mentir. Au lieu de cela, je me suis souvenu de chaque facture que mes parents disaient ne pas pouvoir m'aider à payer et de chaque cadeau coûteux qu'ils parvenaient toujours à acheter pour mon frère. L'homme m'a tendu une enveloppe scellée et m'a dit de ne confronter personne pour le moment. 3 jours plus tard, mes parents ont appelé, paniqués. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous avons besoin de toi. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans cette enveloppe, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes en ce moment. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera et qui l'écoute. Pendant des années, j'ai cru que la différence entre mon frère et moi était quelque chose que j'avais provoqué. Mon père, John, disait qu'Ethan était fait pour de plus grandes choses, tandis que ma mère, Suzanne, me rappelait que j'étais pratique, fiable et moins susceptible de gaspiller de l'argent. Ces mots sonnaient presque comme des éloges quand j'étais plus jeune. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ce qu'ils signifiaient réellement. Ethan avait le droit de rêver, et on attendait de moi que j'en absorbe le coup. Quand j'avais 16 ans, j'ai remporté un concours régional de commerce et je suis rentré à la maison avec une plaque que j'avais polie avec la manche de ma veste. Mes parents ont à peine levé les yeux car Ethan avait été mis sur la liste de réserve d'une équipe de football universitaire. Nous avons commandé son dîner préféré. Ma plaque a disparu dans un tiroir de cuisine. À 18 ans, j'ai reçu une lettre d'acceptation d'une université avec un excellent programme de marketing. Mes parents m'ont assise et m'ont expliqué que la famille ne pouvait pas se permettre de nous aider. Tous les deux. Ethan, disait-il, avait besoin de l'expérience universitaire complète car les relations comptaient pour son avenir. Je pouvais aller dans un collège communautaire, travailler et être transféré plus tard. 2 semaines après cette conversation, ils lui ont acheté une voiture pour qu'il n'ait pas à prendre le bus pour se rendre sur le campus. Je prenais le bus pour mes cours du matin. Travaillais l'après-midi dans une imprimerie et passais mes soirées à répondre au téléphone dans un cabinet médical. Je me disais que j'étais plus forte grâce à cela. C'est ainsi qu'ils m'ont appris à transformer la négligence en force de caractère. À 23 ans, j'avais obtenu mon diplôme. Trouvé un poste de marketing junior chez Bellwether Media et conservé un 2e emploi à la réception d'un hôtel 4 soirs par semaine. Mon salaire couvrait le loyer, les prêts étudiants, les courses et les dépenses imprévues qui ne semblaient jamais cesser. Je possédais 3 paires de chaussures de bureau et je savais exactement combien de temps un pot de beurre de cacahuète pouvait durer. Pendant ce temps, Ethan a quitté l'université sans terminer son dernier semestre. A annoncé que l'éducation traditionnelle limitait sa créativité et a convaincu nos parents de financer une start-up technologique qui n'avait aucun client et un site web plein de promesses. Ils ont payé la caution de son appartement, remplacé sa première voiture par une plus récente et célébré chaque idée inachevée comme une preuve de génie. Lors des dîners de famille, ma mère me demandait si je faisais toujours ce petit travail en marketing.
Mon père me conseillait de sourire davantage si je voulais une promotion. Ethan parlait de développer son entreprise à l'international. Même s'il n'avait pas réalisé une seule vente. Je les contestais rarement. Chaque fois que j'essayais, ma mère soupirait et disait: « Pourquoi faut-il que tout devienne une compétition avec toi ?» Alors je m'excusais d'avoir évoqué la compétition qu'ils avaient eux-mêmes créée. La seule personne qui ait jamais pris mon ambition au sérieux était mon grand-père maternel. Samuel Whitmore. Il a fondé Whitmore Industrial Holdings à partir d'un seul entrepôt et en a fait une entreprise qui possédait des centres logistiques, des immeubles de bureaux et des sites de fabrication dans 3 États. Quand j'étais jeune, il me laissait m'asseoir à côté de lui pendant qu'il examinait les factures. Il ne m'a jamais parlé comme si j'étais incapable de comprendre. Il me demandait ce que je remarquais. Il écoutait mes réponses. Pendant mon dernier été avant l'université, j'ai travaillé dans l'un de ces entrepôts et j'ai suggéré un système simple de codage par couleur qui réduisait les erreurs d'emballage. Grand-père l'a mis en œuvre dans toute l'entreprise et m'a envoyé une note manuscrite. Les bons leaders remarquent ce que tout le monde a appris à ignorer. Il est décédé l'année suivante. Après les funérailles. Mes parents ont dit que la succession était compliquée et que la plupart de l'entreprise avait été placée sous gestion familiale temporaire. On a dit à Ethan qu'il pourrait avoir un rôle à l'avenir. On m'a dit de ne pas me préoccuper des affaires commerciales pendant mes études. Mon oncle Thomas, le frère aîné de ma mère, s'est disputé avec mes parents dans le couloir ce jour-là. Je n'ai entendu que des fragments à travers une porte fermée. Pas ce qu'il voulait. Devoir fiduciaire et elle mérite de savoir. Une semaine plus tard, Thomas a disparu de nos réunions de famille. Ma mère a dit qu'il était devenu amer à cause du testament. Mon père l'a qualifié de dangereux. Ethan a plaisanté en disant que chaque famille riche avait besoin d'un parent jaloux. J'ai accepté leur version parce que je n'en avais pas d'autre. L'invitation à la réception d'entreprise de Bellwether est arrivée après que j'ai aidé à sauver une campagne client qu'un cadre supérieur avait mal gérée. Ma superviseure, Amy, a insisté pour que j'y assiste, disant que l'événement pourrait me mettre en contact avec des dirigeants de Whitmore Industrial, qui était récemment devenu l'un de nos plus gros comptes. J'ai failli refuser car mon service à l'hôtel commençait avant la fin de la réception. Amy a persuadé le directeur de l'hôtel de me laisser arriver en retard. Je pensais que l'invitation était enfin la preuve que mon travail avait été remarqué. Je ne savais pas que Thomas avait vu mon nom dans l'équipe de projet de Bellwether et avait demandé que tous ceux qui avaient contribué soient invités. Il n'était pas apparu par accident. Il cherchait un moyen de me joindre sans alerter mes parents. Et l'enveloppe qu'il a placée dans ma main contenait la première preuve que la vie que j'avais qualifiée d'injuste aurait pu en réalité être soigneusement orchestrée. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe à la réception. Thomas m'a demandé d'attendre que nous soyons dans un endroit privé. Et l'urgence dans sa voix a soudain rendu la pièce dangereuse. Nous sommes sortis par une entrée latérale et avons marché jusqu'à une salle de conférence calme. Un autre étage. Il a verrouillé la porte, a posé sa mallette sur la table et a sorti plusieurs dossiers marqués de dates remontant à 5 ans. Avant que vous lisiez quoi que ce soit de tout cela, a-t-il dit. Je veux que vous compreniez que je ne suis pas resté à l'écart parce que je vous ai oublié. Sa voix se serra. Je suis resté à l'écart parce que vos parents ont menacé de m'accuser d'ingérence dans la succession si je vous contactais avant que votre fiducie n'arrive à échéance. Je croyais que le processus judiciaire vous protégerait. J'avais tort. J'ai ouvert l'enveloppe. Le premier document était une section certifiée du testament de mon grand-père. Il me nommait bénéficiaire principal de la fiducie Héritage Whitmore. À mon 23e anniversaire, je devais recevoir le contrôle de 60% des actions avec droit de vote de Whitmore Industrial Holdings, ainsi que les revenus de 3 propriétés commerciales. Jusque-là, mes parents avaient été nommés fiduciaires temporaires, responsables de n'utiliser la fiducie que pour mon éducation, ma santé et mes frais de subsistance raisonnables. Ethan était nommé séparément. Il avait droit à un don en espèces plus modeste à ses 25 ans, à condition qu'il obtienne un diplôme ou qu'il ait 5 ans d'emploi à temps plein. Il n'avait fait ni l'un ni l'autre.
J'ai lu les pages 2 fois parce que les mots refusaient de devenir réels. Cela dit qu'ils étaient censés payer pour mon éducation, ai-je murmuré. Thomas n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a fait glisser un relevé de compte vers moi. Il montrait des distributions de ma fiducie pendant les années exactes où mes parents m'avaient dit qu'il n'y avait pas d'argent pour les frais de scolarité. Les descriptions étaient vagues. Soutien éducatif, logement du bénéficiaire, transport, développement professionnel. Mais les adresses et les numéros de compte n'étaient pas les miens. Un paiement correspondait au prix de la première voiture d'Ethan. Un autre correspondait à la compte sur son appartement. Une série de transferts était allée à la société enregistrée sous le nom de sa start-up. Plus de 200 000 $ avaient été retirés en 5 ans. Mes mains sont devenues engourdies. Peut-être que ce sont des dépenses familiales, ai-je dit. Entendant à quel point je voulais désespérément que ce soit vrai. Thomas secoua la tête. La fiducie n'autorisait pas les dépenses familiales. Elle autorisait des dépenses pour vous. Il m'a montré des copies d'avis annuels envoyés à une adresse où je n'avais jamais vécu. Chacun avait été signé comme reçu par quelqu'un utilisant mon nom. Puis il a produit le document que mon père m'avait demandé de signer à 18 ans. La première page était une autorisation fiscale de routine. En dessous, séparée dans la copie que je n'avais jamais vue, se trouvait une renonciation reconnaissant que j'avais reçu une divulgation complète de la fiducie et que j'approuvais les distributions discrétionnaires faites en mon nom. Ma signature figurait sur la dernière page. La signature du témoin appartenait à ma mère. Je n'ai jamais vu ça, ai-je dit. J'ai signé une pile. Papa a couvert les pages avec sa main et a pointé les lignes. Thomas a hoché la tête. C'est ce que je soupçonnais. Il avait passé des années à demander des audits indépendants. Mes parents ont retardé. Changé de comptable et utilisé leur poste au conseil d'administration provisoire de l'entreprise pour restreindre l'accès au dossier. Lorsque ma fiducie est arrivée à échéance à mon anniversaire 2 mois plus tôt, le transfert du contrôle des votes aurait dû se faire automatiquement. Au lieu de cela, John a déposé une déclaration affirmant que j'avais décliné la propriété active et l'a nommé comme mon mandataire continu. La déclaration portait une autre version de ma signature. Celle-ci n'était même pas ressemblante. Quelque chose en moi est passé de la confusion à une colère froide et précise. Toutes ces nuits au comptoir de l'hôtel, tous les repas que j'ai sautés. Toutes les fois où on m'a dit que je manquais de gratitude. Ma souffrance n'avait pas été un effet secondaire malheureux de leur favoritisme. Elle avait aidé à le financer. Ils m'avaient regardé lutter tout en dépensant de l'argent qui m'était légalement réservé. Puis avaient félicité Ethan de bien vivre avec ce qu'ils avaient pris. Pourquoi grand-père me laisserait-il le contrôle, ai-je demandé. Thomas a ouvert une plus petite enveloppe contenant une lettre écrite de la main de mon grand-père. Il m'avait choisi parce que je travaillais sans attendre d'applaudissements. Parce que je posais des questions sur les employés avant les profits. Et parce qu'il croyait que je comprenais la différence entre posséder quelque chose et mériter d'en être la gardienne. Il avait délibérément limité le don d'Ethan après avoir vu mes parents excuser son irresponsabilité. Ton grand-père craignait qu'il ne construise la vie d'Ethan en démantelant la tienne, a dit Thomas. La fiducie a été conçue pour empêcher exactement cela. J'ai fixé la lettre jusqu'à ce que l'encre se brouille. Pendant des années, je m'étais demandé ce qui n'allait pas chez moi. Maintenant, j'avais une autre question. Combien de fois mes parents m'avaient-ils regardé dans les yeux et choisi à nouveau le mensonge? Thomas m'a averti de ne pas les confronter tout de suite. S'ils réalisaient que j'avais les documents, ils pourraient déplacer des actifs, détruire des dossiers ou me faire pression pour signer une autre décharge. Il avait déjà contacté Mara Chen, une avocate spécialisée dans les litiges de fiducie, et un expert comptable judiciaire nommé Daniel Ruiz. Ils avaient besoin de mon autorisation pour demander les dossiers complets et obtenir un gel d'urgence. J'étais terrifié. Engager une action en justice contre mes parents. C'était comme sauter d'un toit en espérant que le sol se soulèverait sous moi. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien, ai-je demandé. Thomas a regardé les relevés étalés sur la table. Ils gardent le contrôle. Ethan garde ce qu'ils ont acheté. Et ils apprennent que votre silence est l'atout le plus sûr qu'ils possèdent.
Cette réponse a pris la décision pour moi. J'ai signé l'autorisation, mais cette fois, j'ai lu chaque ligne. Le lendemain matin, je suis allé travailler avec des copies des documents enfermés dans mon sac. J'avais dormi moins d'1 heure. Mais mon esprit semblait plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Amy l'a remarqué immédiatement. Elle m'a appelé dans son bureau et m'a demandé si j'étais malade. J'ai failli tout lui dire. Mais Thomas m'avait prévenu que mes parents contrôlaient toujours le compte de Whitmore Industrial chez Bellwether. Une conversation imprudente pourrait leur parvenir avant que notre demande légale ne soit déposée. J'ai dit à Amy que je gérais une affaire de famille et j'ai demandé 2 jours de congé personnel. Après la présentation de la campagne prévue cet après-midi-là. Elle a accepté, puis m'a surprise en me disant que je dirigerais la présentation. Le cadre supérieur chargé de celle-ci s'était attribué le mérite de ma stratégie. Mais ne pouvait pas expliquer les chiffres. Amy avait examiné l'historique du travail et savait que le concept était le mien. Pendant un instant, les 2 moitiés de ma vie sont entrées en collision. À la maison, des gens avaient utilisé mon nom pour prendre ce qui m'appartenait. Au travail, quelqu'un d'autre avait utilisé mes idées pour la même raison. Il supposait que je resterais silencieuse. Je suis entré dans la salle de conférence et j'ai présenté la campagne moi-même. J'ai répondu à toutes les questions. Corrigé une projection erronée et obtenu l'approbation pour la plus grande phase du compte. À la fin de la réunion, les représentants de Whitmore m'ont félicité sans se rendre compte que je contrôlais légalement la majeure partie de l'entreprise qu'ils représentaient. Je ne l'ai pas révélé. Je les ai simplement remerciés. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le message sécurisé de Mara. La requête d'urgence était prête. À son bureau ce soir-là, elle a expliqué notre stratégie. Nous demanderions au tribunal de suspendre mes parents en tant que fiduciaires. De geler les comptes contestés. D'invalider la procuration déposée en mon nom et d'exiger une comptabilité complète de chaque distribution. Thomas, en tant que fiduciaire suppléant et directeur de l'entreprise, convoquerait une réunion d'urgence du conseil d'administration une fois le gel accordé. Daniel avait déjà retracé plusieurs transferts vers l'appartement. Le véhicule et la start-up d'Ethan. Les preuves étaient solides. Mais Mara m'a averti que la solidité ne rendait pas le processus indolore. Ils diront qu'ils ont agi pour la famille, a-t-elle dit. Ils pourraient dire que vous saviez. Ils pourraient attaquer votre stabilité, vos motivations ou votre relation avec votre grand-père. Les gens qui comptent sur votre silence se rendent rarement lorsque vous trouvez votre voie. J'ai signé la pétition. Les 48 heures suivantes se sont écoulées dans un flou de travail, d'appels juridiques et de souvenirs que je ne pouvais plus interpréter de la même manière. Je me suis souvenu que ma mère avait insisté pour que je lui rembourse une facture médicale quand j'avais 19 ans. La fiducie l'avait remboursé pour cette facture 2 fois. Je me suis souvenu que mon père m'avait dit que l'appartement d'Ethan était la preuve que les gens audacieux créaient des opportunités. L'acompte provenait d'un compte portant mon numéro de bénéficiaire. Je me suis souvenu d'Ethan riant quand j'ai décliné un week-end parce que je ne pouvais pas me permettre de manquer un service à l'hôtel. Il m'avait invité depuis un balcon que j'avais acheté sans le savoir. Le 3e matin, le tribunal a accordé le gel temporaire. Mes parents ont été démis du contrôle de la fiducie en attendant une audience. La procuration a été suspendue. Le conseiller juridique général de Whitmore Industrial a reçu l'ordre de préserver tous les dossiers. Le compte de la start-up d'Ethan, qui avait reçu des fonds contestés, s'est vu interdire d'effectuer des transferts dépassant les dépenses de fonctionnement ordinaires. À 10h14, mon père a appelé. À 10h16, ma mère a appelé. À 10h18, Ethan a envoyé un message demandant ce que j'avais fait. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il cesse de s'allumer. Puis, mes parents ont appelé ensemble depuis le téléphone de la maison. J'ai répondu sur haut-parleur pendant que Mara était assise en face de moi. Ma mère pleurait. Mon père semblait forcer chaque mot à travers des dents serrées. « S'il te plaît, rentre à la maison » a-t-il dit. « Nous avons besoin de toi. » Il n'y avait aucune excuse, aucune question sur ce que j'avais appris, seulement de l'urgence. « Pourquoi » ai-je demandé. Un silence a suivi.
Puis ma mère a dit que les comptes de l'entreprise avaient été perturbés. Le conseil posait des questions et il y avait des documents qui nécessitaient ma signature. Quels documents, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Mon père a pris le téléphone. Une autorisation temporaire. C'est allé trop loin. Samantha, rentre à la maison, signe ça. Et nous pourrons régler ça en privé. J'ai regardé Mara. Elle a secoué la tête une fois. J'ai passé 5 ans à gérer mes problèmes en privé, ai-je dit. Vous avez passé ces mêmes années à dépenser mon argent publiquement. La voix de mon père s'est élevée. Thomas t'a empoisonné contre ta famille. Non, ai-je répondu. Les relevés bancaires l'ont fait. Ma mère m'a supplié de ne pas les humilier. Ethan criait en arrière-plan que son entreprise pourrait s'effondrer. J'ai senti le vieux réflexe de les calmer, de les sauver, de me faire plus petite. Monter dans ma poitrine. Puis je me suis souvenu de l'avertissement de Thomas. Mon silence avait été le ratout le plus sûr. Je rentrerai à la maison demain, ai-je dit. Mais je ne signerai rien. Mon père a commencé à protester. J'ai mis fin à l'appel. 3 jours plus tôt, ils croyaient que je ne découvrirais jamais la vérité. Maintenant, ils avaient besoin de la personne qu'ils s'étaient entraînés à sous-estimer. Ils étaient déjà trop en retard. Je suis arrivé chez mes parents l'après-midi suivant. Portant un seul dossier et vêtu du même tailleur bleu marine que j'avais porté pour la présentation de Whitmore. Mara attendait dans une voiture à 2 pâtés de maison et Thomas restait disponible par téléphone. Je n'avais accepté de les rencontrer qu'après que mes parents aient confirmé par écrit qu'Ethan serait présent et qu'aucun document ne serait placé devant moi sans mon avocat. Les conditions ont rendu mon père furieux, ce qui m'a dit qu'elles étaient nécessaires. La salle à manger semblait presque inchangée depuis mon enfance. La même table polie se tenait sous le même lustre en laiton. La seule différence était la pile d'avis juridiques à côté de l'assiette de mon père. Ma mère a tendu la main vers moi quand je suis entré, mais je me suis écarté. Ethan était assis, les bras croisés, portant la montre que mes parents lui avaient offerte après que sa start-up ait reçu sa première levée de fonds familiale. Je savais maintenant que cette levée de fonds provenait entièrement de ma fiducie. Arrêtons de prétendre que c'est un malentendu, ai-je dit, prenant la chaise vide en face d'eux. J'ai ouvert mon dossier et placé 3 résumés de comptes sur la table. 238 000 $ ont été distribués pour mon éducation, mon logement, mon transport et mon développement professionnel. J'ai reçu moins de 12 000 $. Le reste est allé à Ethan ou à des actifs que vous contrôlez. Ma mère a regardé les papiers sans les toucher. Nous avons utilisé l'argent pour la famille, a-t-elle dit. Ton grand-père aurait compris. Sa fiducie dit le contraire. Mon père s'est penché en avant. Le langage juridique n'est pas la même chose que l'intention. Tu étais stable. Tu avais des bourses. Tu pouvais travailler. Ethan avait besoin d'un meilleur départ. J'avais une bourse partielle. Je travaillais la nuit parce que vous m'avez dit qu'il ne restait rien. Et regarde-toi, a-t-il dit comme si mon épuisement prouvait sa sagesse. Tu es devenu responsable. Cette phrase était pire qu'un déni. Il était fier de ce que leur trahison m'avait forcé à devenir. Je me suis tourné vers ma mère. Savais-tu que la fiducie a remboursé la facture médicale que tu m'as fait repayer? Son visage a changé. Ce n'était qu'un bref instant, mais c'était suffisant. Ton père s'occupait des comptes, a-t-elle murmuré. J'ai sorti une copie de la renonciation. Tu as été témoin de ma signature. Elle a commencé à pleurer. Nous pensions que nous remplacerions l'argent avant que tu en aies besoin. Ethan s'est reculé de la table. Pourquoi agis-tu comme si je t'avais volé? Maman et papa ont pris ces décisions. J'ai placé une impression d'email devant lui. C'était un message qu'il avait envoyé à mon père 2 ans plus tôt après qu'un transfert ait été retardé. Si le fonds de Sam est bloqué, utilise les revenus de la propriété. Elle ne sait même pas que ça existe. La couleur a quitté son visage. C'était une blague. Il a dit que c'était un email à propos de 40 000 $. Je ne comprenais pas la structure. Tu comprenais assez pour savoir que c'était à moi. Mon père a frappé la table avec sa paume, faisant cliqueter les verres.
Assez. Tu es en train de déchirer cette famille pour de l'argent. Je l'ai regardé et j'ai réalisé qu'il croyait encore que le volume pouvait transformer l'accusation en autorité. Non. Vous l'avez déchiré quand vous avez décidé que l'avenir d'un enfant pouvait être utilisé comme l'argent de poche de l'autre. Ma mère a demandé ce que je voulais. Pour la première fois de ma vie, tous les trois attendaient ma réponse. Je leur ai donné les termes que Mara avait préparés. Mes parents démissionneraient de leur fonction de fiduciaire et de leur poste provisoire chez Whitmore Industrial. Ils coopéreraient à l'audit, restitueraient toute propriété restante de la fiducie et fourniraient une comptabilité écrite. Ethan rendrait le véhicule, renoncerait à sa créance sur la valeur de l'appartement financé par la fiducie et cesserait d'utiliser l'argent contesté dans son entreprise. En échange, j'envisagerais de régler les réclamations civiles sans poursuivre les sanctions maximales disponibles. Mon père a ri une fois, sèchement. Tu crois que tu peux entrer ici et tout prendre? Je vous demande de rendre ce que vous avez pris. Ethan a accusé Thomas de me manipuler pour qu'il puisse contrôler l'entreprise. Je lui ai dit que Thomas avait déjà signé un accord l'empêchant de recevoir une compensation ou des actions supplémentaires pendant l'affaire. Mon père a qualifié les documents de bluff. Ma mère m'a supplié de me souvenir des anniversaires, des vacances et de tous les repas qu'elle avait préparés. Étaient-ce des actes d'amour, ai-je demandé? Ou des paiements que vous attendez maintenant que j'accepte à la place de la vérité? Personne n'a répondu. Mon père s'est levé et m'a dit que si je continuais, il s'assurerait que le conseil sache que j'étais instable, vindicative et incompétente. Il a dit que Bellwether entendrait que j'avais exploité des informations confidentielles sur les clients. Ethan a menacé de dire à la famille élargie que j'essayais de ruiner nos parents. Ma mère n'a rien dit, ce qui ressemblait à un accord. J'ai fermé le dossier. Vous avez jusqu'à lundi matin pour accepter les termes. Et si nous ne le faisons pas, a demandé mon père. Alors l'audit va au conseil d'administration, au tribunal et à toute institution ayant le droit de le voir. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, Ethan a dit que je regretterais d'avoir choisi l'argent plutôt que la famille. Je me suis retourné une fois. J'ai choisi la vérité. Vous avez choisi l'argent il y a des années. Puis je les ai laissés assis à la table où j'avais passé la moitié de ma vie à les écouter célébrer avec des ressources qui m'avaient été prises. Ils ont rejeté les termes avant minuit. Le dimanche matin, mon père avait appelé 3 membres du conseil d'administration et m'avait décrite comme une jeune femme émotive contrôlée par un oncle plein de ressentiment. Ethan a posté un long message en ligne affirmant que j'avais lancé une attaque juridique parce que j'étais jalouse de son succès. Plusieurs parents ont répété sa version sans me poser une seule question. Ma mère a envoyé des messages privés disant qu'elle m'aimait tout en avertissant que mes actions pourraient détruire la santé de mon père et ruiner l'avenir d'Ethan. La vieille stratégie était évidente maintenant. Transformer leur choix en ma culpabilité. Cette fois, je ne me suis pas défendu en public. Mara m'a conseillé de conserver chaque message et de laisser les dossiers parler là où des conséquences pouvaient réellement être imposées. Lundi, la réunion d'urgence du conseil d'administration a commencé à 9 h. Je suis entré au siège de Whitmore Industrial aux côtés de Thomas, Mara et Daniel. Mon père était déjà assis au bout de la table de conférence, occupant le fauteuil que mon grand-père avait utilisé autrefois. Ma mère était assise à côté de lui. Ethan n'avait pas de poste au conseil, mais mon père l'avait amené en tant que futur actionnaire. Le conseiller juridique général lui a demandé de partir. Il a refusé jusqu'à ce que la sécurité l'escorte jusqu'au hall. Daniel a présenté l'audit pendant près de 2 heures. Il a retracé chaque distribution, l'a fait correspondre aux factures et a identifié les fausses descriptions entrées dans les registres de la fiducie. L'appartement avait été étiqueté logement du bénéficiaire. La voiture d'Ethan avait été répertoriée comme transport pour ma fréquentation universitaire. Les paiements à sa start-up avaient été déguisés en dépenses de formation professionnelle pour moi. Mon père avait approuvé les transactions. Ma mère avait contresigné la plupart d'entre elles. Ils avaient également facturé des frais juridiques à la fiducie pour défendre leur refus de fournir des dossiers à Thomas.
Puis Daniel a révélé la tentative de transfert qui a mis fin à toute prétention restante de malentendu. Moins d'une heure après que le gel du tribunal ait été prononcé. Mon père avait essayé de déplacer 90 000 $ d'un compte de revenus immobiliers vers une société de conseil nouvellement créée. La banque l'a bloqué. La société était enregistrée au nom d'Ethan. Mon père a qualifié cela de mesure d'urgence pour protéger les opérations. Le conseiller juridique général l'a qualifié de violation potentielle de l'ordonnance du tribunal. À la fin de la présentation, Mara a soumis le testament certifié et l'ordonnance suspendant la procuration de mon père. Le secrétaire de la société a confirmé que les actions avec droit de vote devaient maintenant être reconnues en mon nom. J'étais entré dans la pièce en tant que la fille qu'il décrivait comme incompétente. Je détenais maintenant le vote de contrôle. Je n'ai pas fait de discours. J'ai proposé de révoquer mon père en tant que directeur général par intérim. De suspendre ma mère du conseil d'administration. De nommer un comité de gestion indépendant et d'autoriser une coopération totale avec le tribunal. Thomas a appuyé la motion. Elle a été adoptée. Mon père m'a regardé fixement comme si j'étais devenue une étrangère. Tu n'as aucune idée de comment diriger cette entreprise, a-t-il dit. C'est pourquoi j'ai nommé des gens qui le savent, ai-je répondu. Le leadership, ce n'est pas prétendre tout savoir. C'est savoir quand votre présence est devenue le risque. L'audience du tribunal 2 semaines plus tard a rendu les conséquences permanentes. Mes parents ont été démis de leur fonction de fiduciaire pour manquement à leurs obligations et condamnés à restituer les fonds détournés. La croissance des investissements perdus et les frais de justice. Des privilèges ont été placés sur leurs propriétés de vacances et leurs comptes d'investissement. La vente de l'appartement a été ordonnée à moins qu'Ethan ne puisse rembourser la part financée par la fiducie dans les 60 jours. Il ne le pouvait pas. Son véhicule a été restitué. Sa start-up a perdu l'accès à l'argent qu'il avait maintenu en vie. Et un examen indépendant a montré qu'elle n'avait presque aucun revenu réel. 3 employés ont été transférés à des postes légitimes au sein de Whitmore Industrial afin qu'ils ne perdent pas leur gagne-pain à cause de sa tromperie. L'entreprise d'Ethan a fermé peu de temps après. Mon père et ma mère ont également été tenus de signer une déclaration corrigeant les fausses affirmations qu'ils avaient faites au conseil et à Bellwether. Quand Amy a reçu la lettre, elle m'a appelé dans son bureau. Je m'attendais à de la suspicion. Au lieu de cela, elle m'a dit que les dossiers de Bellwether montraient que je n'avais jamais accédé à des informations confidentielles de Whitmore en dehors de mon travail assigné. Les cadres supérieurs avaient examiné ma présentation et m'avaient promu chef de campagne. La tentative de mon père de détruire mon emploi avait produit une trace écrite de mon professionnalisme. L'histoire publique d'Ethan s'est effondrée lorsque les documents judiciaires sont devenus accessibles aux parents qui l'avaient recruté. Certains se sont excusés, d'autres ont disparu. J'ai appris à ne pas confondre l'une ou l'autre réponse avec de la loyauté. Le prix le plus lourd que ma famille a payé n'a pas été la perte de biens ou de statut. C'était la perte de contrôle sur l'histoire. Pendant des années, ils avaient décidé qui était doué, qui était difficile, qui méritait du soutien et qui devait être reconnaissant pour des miettes. L'audit a remplacé chaque étiquette par un chiffre, une date et une signature. Ai-je été cruel de refuser de les sauver? Ou avait-il simplement confondu ma gentillesse avec une ressource qui ne pouvait jamais s'épuiser? Je me suis posé cette question la nuit où le jugement est arrivé. Puis j'ai regardé le montant total de la restitution ordonnée et je me suis souvenu de la jeune fille comptant ses pièces pour le ticket de bus pendant que son frère conduisait une voiture achetée en son nom. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais achevée. 6 mois plus tard, Whitmore Industrial ne ressemblait plus au monument à l'image familiale que mes parents avaient essayé de protéger. Le comité indépendant a découvert un gaspillage au-delà des violations de la fiducie, a renégocié plusieurs contrats et a rétabli un programme de participation aux bénéfices que mon grand-père avait créé pour les employés de longue date. J'ai accepté le rôle de présidente du conseil d'administration. Mais j'ai refusé le poste de directrice générale. J'ai continué à travailler chez Bellwether tout en suivant une formation en gouvernance et en rencontrant chaque semaine les chefs de département.
Je voulais acquérir une maîtrise de l'entreprise avant de prendre des décisions qui affectaient des centaines de personnes. L'héritage m'a donné l'autorité. Il ne m'a pas magiquement donné la sagesse. Les paiements de restitution ont effacé ma dette étudiante et ont remplacé ce qui avait été pris d'eux. La fiducie. J'ai déménagé de mon appartement délabré, mais je n'ai rien acheté d'extravagant. Ma première grande décision a été de créer un fonds d'éducation pour les employés qui travaillaient tout en étudiant. Avec des horaires du soir et un soutien à la garde d'enfants pour ceux qui en avaient besoin. Je l'ai nommé d'après le principe manuscrit de mon grand-père. Les bons leaders remarquent ce que tout le monde a appris à ignorer. Thomas est devenu conseiller pour un an sous une surveillance stricte. Il n'a jamais demandé d'action, d'argent ou de reconnaissance publique. Finalement, il a admis que la culpabilité avait également façonné ses choix. Il s'était battu contre mes parents par des voies formelles, mais quand ils l'ont bloqué, il avait laissé la distance devenir une excuse. Je n'ai pas prétendu que son arrivée tardive effaçait les années où il était absent. Pourtant, il avait apporté des preuves au lieu de promesses. Et la confiance a commencé à naître de cette différence. Mes parents ont déménagé de la grande maison après l'application des privilèges. Ils ont loué un endroit plus petit et ont vécu avec des revenus non touchés par la fiducie. Ils n'étaient pas sans abri, malgré ce qu'Ethan avait prédit. Ils vivaient simplement sans le statut que mon argent avait aidé à maintenir. Mon père a envoyé 3 lettres. La première blâmait Thomas. La seconde blâmait la pression de la gestion de la famille. La troisième contenait une seule phrase qui semblait honnête. Je savais que l'argent était à toi et je croyais avoir le droit de décider qui le méritait le plus. J'ai gardé cette lettre parce qu'elle nommait clairement la blessure. Ma mère a demandé à me rencontrer. Je n'ai accepté qu'après qu'elle ait complété la comptabilité écrite et corrigé l'histoire avec chaque parent qu'elle avait contacté. Lors de la réunion, elle s'est excusée sans me demander de retirer quoi que ce soit. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une porte à laquelle elle pouvait frapper une fois et s'attendre à ce que je l'ouvre. Il se mesurerait à une vérité constante, à des limites respectées et autant. Nous nous parlons maintenant occasionnellement. Nous ne sommes pas proches. Ce n'est pas une tragédie que je suis tenu de réparer seul. Ethan a pris un emploi dans la vente après la fermeture de son entreprise. Pendant plusieurs mois, il a envoyé des messages de colère affirmant que j'avais volé son avenir. J'ai répondu une fois. Un avenir construit à partir des choix volés de quelqu'un d'autre n'a jamais été à toi. Dans le cadre du règlement. Il a cédé le produit restant de l'appartement et a publié une correction. Admettant que la fiducie avait financé son style de vie. Il ne s'est pas excusé directement. Peut-être qu'un jour il le fera. Ma paix ne dépend plus de cela. Les gens décrivent parfois ce que j'ai fait comme une vengeance. Ils imaginent que la vengeance doit être bruyante, impulsive ou destructrice. La mienne a été plus silencieuse. J'ai lu les documents. J'ai arrêté de signer ce que je ne comprenais pas. J'ai permis aux preuves d'atteindre les pièces où le charme de mes parents les avait toujours protégées. J'ai repris le contrôle sans devenir le genre de personne qui en avait abusé. Plus important encore, j'ai refusé de les sauver des conséquences qu'ils avaient conçues pour moi. La dernière fois que mon père a appelé en panique, il a dit, « S'il te plaît, rentre à la maison. Nous avons besoin de toi. » Autrefois, ces mots m'auraient fait courir. J'aurais sacrifié le sommeil, l'argent, la dignité. N'importe quoi pour prouver que j'avais ma place. Ce jour-là, j'ai regardé autour de la salle du conseil où mon grand-père avait voulu que j'entre. Et j'ai compris qu'être nécessaire n'était pas la même chose qu'être aimé. Je suis bien rentré à la maison, lui ai-je dit. Juste pas à l'endroit où tu t'attendais à ce que je reste. Puis j'ai mis fin à l'appel et je suis entré dans la réunion. Alors, dites-moi ceci. Si les personnes qui vous ont appris à vous sentir sans valeur avaient soudainement besoin de votre pouvoir pour les sauver, le leur rendriez-vous? Ou laisseriez-vous enfin la vérité décider de ce qu'ils méritent? Nous apprécions sincèrement votre soutien et votre attention. Cette histoire fictive a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que votre silence ne doit jamais être confondu avec l'acceptation.
Parfois, les gens réalisent trop tard que la personne silencieuse n'était pas faible. Elle en avait simplement fini de s'expliquer à quelqu'un qui refusait d'écouter.